Le clairon. Alors, je vous faisais part hier de l'article du Figaro qui revenait sur cette alerte dans l'ancienne ministre de l'Intérieur britannique qui expliquait, je le rappelle, on en avait parlé, que les islamistes avaient pris les commandes du Royaume-Uni. Eh bien, toujours dans cet article du Figaro, il était question de l'analyse de la situation catastrophique selon cette ancienne ministre de l'Intérieur. Et il prenait aussi en compte une immigration incontrôlée. Et cela encore plus depuis le Brexit, ce qui m'a étonné, ce qui m'a interrogé, car nous avons tendance à penser, nous les souverainistes, que couper avec l'Europe nous permettra de nous sauver de pas mal de maux, dont cette immigration sauvage. Eh bien, je vous lis le passage de l'article qui peut paraître surprenant. Les chiffres montrent que la situation risque d'empirer au Royaume-Uni. Aujourd'hui, 37% de la population de Londres est blanche britannique. Alors, entre parenthèses, dit le Figaro, on le sait car les Britanniques pratiquent les statistiques ethniques. L'immigration est hors de contrôle avec plus de 700 000 entrées nettes en 2023, à rebours complet de la promesse du référendum sur le Brexit de 2016. Voilà ce qu'on apprend. Et sur cette interrogation, Guy de Lafortelle me répond « Mais il faut un point d'explication ». Alors ce point d'explication, je voudrais le faire partager à tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume. Alors on vous écoute pour ces chiffres, on va parler immigration, mais peut-être aussi d'autres points, justement économie, les salaires, l'immobilier, enfin voilà. Ouais, il y a eu plus d'1,2 million d'entrées en 2023 au Royaume-Uni, et en net, ça fait effectivement plus de 700 000, ce qui est un plus haut, ça fait 18 ans qu'on n'avait jamais vu ça. Donc depuis quand ? 18 ans, donc ça fait depuis le début des années 2000, on n'avait pas vu autant d'immigration au Royaume-Uni. Le problème dans lequel on est que c'est très difficile de lire les chiffres et de les lier ou de ne pas les lier au Brexit, parce que le Brexit est arrivé début 2020, effectivement, donc exactement au même moment que le Covid. Et donc, quand on regarde tous ces chiffres-là, il faut absolument, c'est un enfer, parce qu'il faut absolument essayer de voir d'où ça vient et pourquoi. Et dans ces chiffres-là, il y a une partie de ces chiffres qui est à mettre au compte d'un rattrapage post-Brexit, post-Covid, parce que pour le coup, les chiffres se sont effondrés. D'immigration ? Les chiffres d'immigration sont effondrés. Oui, mais pourquoi un rattrapage ? Personne n'a dit j'ai un quota d'immigration illégale, il faut que je le rattrape. Les économies ont quand même besoin. Il y a quand même, c'est-à-dire que vous avez quand même des emplois qui ont besoin d'être pourvus. C'est-à-dire que vous pouvez infléchir les choses. Et ça, c'est peut-être le plus important. C'est quand vous prenez une décision type Brexit, il faut vous projeter à 10 ans. C'est pas des choses qui se font, et même plutôt 20 ou 30. C'est pas des choses qui se font rapidement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le Brexit n'a pas vu s'effondrer l'immigration légale au Royaume-Uni. Ce qu'on voit, donc, c'est qu'il y a un phénomène de rattrapage. Il y a un phénomène, le Royaume-Uni a quand même accueilli 200 000 Ukrainiens. Alors c'était plus en 2022, mais il y a un gros reliquat quand même en 2023. Et vous avez autre chose qui est que, pour le coup, avant le Brexit, Cameron avait mis en place un énorme chantier pour faire rentrer des étudiants étrangers. Il y avait un objectif de 600 000 étudiants étrangers au Royaume-Uni qui devait arriver en 2030, qui en fait est arrivé en 2020. Et qu'est-ce qui se passe ? Ces étudiants, il y en a une partie qui reste et qui fait venir sa famille après, et ça participe à ces chiffres-là. Donc, ils ont un système de regroupement familial finalement, comme nous. Qui n'est pas autant qu'en France, mais aussi. Et donc, une fois qu'on a interpellé tout ça, on se rend compte que probablement, et d'ailleurs, les Britanniques ne sont pas absolument affolés. C'est-à-dire que quand on regarde la presse, ils disent oui, il y a effectivement un rattrapage post-Covid. Il y a... quand vous entendez les mots de l'ancienne ministre de l'Intérieur, elle a l'air très paniquée. Alors, ça, c'est autre chose. Et effectivement, là, il y a un sujet... C'est-à-dire que c'est le problème ou problème ou pas, mais c'est-à-dire que la diversité ethnique de la population de Londres, c'est quelque chose qui est très ancien. C'est pas nouveau. Alors, effectivement, la tendance n'est pas...
est pas prête de s'inverser. Mais c'est pas quelque chose qui date d'avant ou d'après le Brexit. Et c'est aussi lié à l'histoire du Royaume-Uni. Ça, après, les Anglais aussi ont fait des choix depuis. Mais là, c'est ça qui est intéressant, justement, derrière cette analyse du Brexit. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à François Asselineau, c'était finalement le Brexit ou le fait de quitter l'Union européenne n'est pas en soi une solution qui va nous sauver de tout. La preuve, donc, avec ces chiffres de l'immigration au Royaume-Uni, on se dit que finalement, ça ne suffit pas. Il faut encore avoir une politique derrière qui soit intéressante. Il faut avoir une politique derrière. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans le Brexit, il y a énormément, il y a des alliances qui sont éteintes. On est au Royaume-Uni, on est quand même dans le pays qui a inventé le libéralisme et qui a inventé le système politique dans lequel on est. Donc, il ne faut pas croire que c'est eux qui vont nous expliquer maintenant comment est-ce qu'on fait de la politique continentale à la française ou à l'allemande, qui sont des choses beaucoup plus modérées. Que c'est très violent, ces économies anglo-saxonnes. Et quand le Royaume-Uni quitte l'Europe, c'est aussi pour davantage s'ouvrir au niveau mondial à son réseau d'influence de ses anciennes colonies, avoir des nouveaux partenariats avec les États-Unis. En fait, c'est un Brexit libéral mondialiste. Oui, absolument. Et ça, on peut le voir. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans la City. On n'a pas assez parlé au niveau du Brexit de la City, mais quand on regarde les personnes qui ont financé la campagne du Brexit, vous avez beaucoup de gens qui viennent de la City et qui sont des Peter Graves, des Hodgkins, vous avez des grosses figures de la City, donc des services financiers qui ont voulu... Vous voyez ça en bien. Et qui voyaient ça tout à fait en bien. Et c'est pas, quand on regarde le point de vue financier, déjà, maintenant qu'on est en 2024, la City s'est absolument pas effondrée. Et parce que pareil, la City, c'est une place qui est mondiale, c'est pas une place européenne. Oui, ils ont perdu un peu sur les services européens, mais c'était pas grand-chose. La City a très bien passé le passage du Brexit. Mais que ces gens-là, justement, avaient un intérêt à retrouver un côté mondial. Mais ce qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est Peter Graves qui comparait le Brexit à Dunkerque. C'est-à-dire que pour ces gens-là, en fait, quand ils quittent l'Union européenne, c'est que c'est une planche pourrie, que c'est l'Europe est en train de perdre la guerre comme on perdait la guerre à Dunkerque en 1940 et qu'il faut surtout se barrer et reprendre sa liberté, quoi. C'était ça la comparaison. Et à mon avis, là où ils n'ont pas tout à fait tort... Mais se barrer pour faire plus de libéralisme, en fait. Ouais. Mais parce que c'est leur modèle. Oui, non, mais Ce qui est sûr, c'est que si on regarde les salaires, où on disait, mais non, c'est pas parce que vous partez que les salaires vont augmenter. Si, tous les salaires qui étaient pris par les employés européens ont augmenté 2 fois plus vite que les autres. Donc, les effets sont là. Quand on vous dit, il va pas y avoir d'effets, si, les effets sont là. Et ils sont là, alors en bien ou en mal, en gros. Les deux, prenons à chaque fois les domaines. Les deux gros domaines. Les salaires. Les salaires, c'est bon. C'est-à-dire que vous avez, les salaires ont augmenté plus rapidement qu'ailleurs. Et pourquoi ? Comment on l'explique, ça ? Il y a un moment, c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire que et ça, quand vous faites, effectivement, vous aviez, comme en France, vous aviez tout un tas de secteurs où vous aviez énormément d'entrées de travailleurs d'Europe de l'Est. Ouais. Et tous ces métiers-là... Donc, nivellement vers le bas. Ok. Et vous avez des salaires qui ont augmenté de l'ordre de 11%. Mais si on dit que les salaires augmentent, on peut se dire aussi ça tue... les entreprises ne peuvent pas suivre la hausse de ces salaires. Il y a une partie qui a été compensée par de l'inflation, ça c'est le côté négatif. Après, c'est de la répartition de richesse. C'est-à-dire que le gros problème de nos économies, c'est qu'aujourd'hui, vous avez trop de richesses créées qui va au capital et pas assez au travail. Et donc là, vous avez les cartes ont été rebattues. Ça a changé des choses. Alors, c'est des choses qui sont dures à lire. Et encore une fois, c'est-à-dire que le Brexit est arrivé en 2020. C'est-à-dire qu'il faut pas regarder la date. Il faut pas regarder la date du vote. Il faut regarder la date de la sortie effective. Oui, bien sûr. Ça a été sorti par des gens qui voulaient pas sortir. Oui. Theresa May, elle a jamais voulu sortir. Sûr. Elle a tout fait pour essayer de faire un petit Brexit, un soft Brexit. Et il faut regarder ça à échelle 10 ans. Et en plus, on s'est pris Covid, Ukraine, et on s'est quand même pris des énormes crises par-dessus. Alors si on prend les autres grands domaines, je sais pas...
L'immobilier, un immobilier trop haut, c'est jamais bon. C'est des économies en crise qui ont des immobiliers trop hauts. Donc là, l'immobilier a été modéré. Alors là, pour le coup, l'immobilier, il y a eu un effet d'anticipation. Il a carrément baissé à partir du vote. Les gens disent, ah bon, de toute manière, Brexit. Donc, il est reparti après. Alors après, c'est toujours pareil. Un effet Covid qui fait que les appartements ont baissé, les maisons ont augmenté. Ça, c'est typique Covid. Oui. Donc, c'est toujours difficile. Mais donc, dans l'ensemble, si on compare par exemple à l'Union européenne, l'immobilier qui a quand même repris après augmente moins vite. Donc, vous avez une baisse de pression sur l'immobilier qui, elle, encore une fois, est très bonne. Il faut pas et qui touche ça aide. Et donc voilà, en gros c'est les grands sujets, c'est-à-dire que dans les sujets qui sont positifs, c'est-à-dire que vous avez des salaires qui augmentent, vous avez de l'immobilier qui baisse, et là où c'est plus négatif, c'est que vous avez vous avez de l'inflation, ça c'est sûr, mais c'est pareil, c'est très difficile parce que plus qu'en France par exemple. Oui. Ah oui. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est-à-dire que c'est traditionnellement en France, quand vous avez des crises inflationnistes comme celle qu'on a, dans les pays type du Royaume-Uni, vous allez avoir une inflation beaucoup plus forte, beaucoup plus tôt, qui ensuite va s'estomper plus vite. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Alors qu'en France, généralement, votre inflation va mettre plus longtemps à partir parce qu'il y a plein de mécanismes de correction, mais elle va mettre plus de temps à redescendre aussi. Donc, au final, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, le Brexit n'a pas changé radicalement la donne. En fait, c'est pas une révolution, ni dans un sens, ni dans l'autre. Pas une révolution. C'est plutôt mieux, parce que c'est plutôt mieux, j'en sais rien. Ils sont plus libres, d'appliquer ce qu'ils veulent. Encore une fois, il faut qu'on s'en reparle dans 10 ans, en vrai. Eh ben. Si on verra où on en sera. Oui, c'est ça. Rendez-vous dans 10 ans. Guy de Lafortelle, merci beaucoup. Je rappelle, fondateur de la lettre d'information de l'investisseur sans costume et évidemment associé fondateur de Toxin.